En 1977, une jeune policière d'une petite ville côtière californienne a disparu sans laisser de traces lors de sa patrouille nocturne habituelle. Tout le monde a supposé qu'elle avait simplement abandonné ses fonctions et s'était enfuie, jusqu'à ce que, 13 ans plus tard, un pêcheur aperçoive quelque chose de choquant au pied d'une falaise isolée. Sa voiture de patrouille rouillait, émergeant des vagues, avec des preuves à l'intérieur qui révélaient une vérité terrifiante sur cette nuit-là. Le brouillard matinal flottait épais au-dessus de Pacifica, en Californie, ce jour de mars 1990, s'accrochant aux falaises côtières comme un linceul. Le sergent Jack Monroe venait de se verser sa deuxième tasse de café chez lui lorsque sa radio grésilla. Unité 23, Unité 23, ici le central. Nous avons un 1054 à Devil Slide. Un pêcheur signale un possible véhicule de police au pied de la falaise. Intervention immédiate demandée. La main de Jack se figea alors qu'il tendait le bras vers sa tartine. Devil Slide, ce tronçon perfide de l'autoroute où l'océan Pacifique rencontre des parois rocheuses abruptes. Il avait emprunté cette route d'innombrables fois au cours de ses 20 années dans la police, mais quelque chose dans cet appel lui serra la poitrine. Centrale, ici Unité 23. Monroe en route, arrivée estimée dans 10 minutes. Il attrapa sa veste et se dirigea vers sa voiture de patrouille, oubliant son café sur le comptoir. Alors qu'il sortait de son allée, sa radio s'anima à nouveau. « Jack, c'est Marie. » La voix de la détective Marie Estrada était tendue d'urgence. « Je suis déjà en route. Un hélicoptère a été envoyé. Retrouve-moi au point d'observation nord. » Bien reçu. Qu'est-ce qui nous attend? Le pêcheur affirme que c'est bien l'un des nôtres. Ancien modèle, gravement endommagé. Jack, elle marqua une pause. Le central a effectué une vérification préliminaire des véhicules de patrouille disparus dans la région. Il n'y en a qu'un seul, non comptabilisé, ces 20 dernières années. Les jointures de Jack blanchirent sur le volant. Il n'avait pas besoin qu'elle dise le nom. Laura, sa femme, disparue depuis 13 ans. Sa voiture de patrouille s'était volatilisée sans laisser de traces lors d'un service de nuit de routine en 1977. Le trajet jusqu'à Devil's Slide prit exactement 9 minutes et 37 secondes. Jack le savait parce qu'il les avait toutes comptées, son esprit parcourant des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Laura, dans son uniforme bleu impeccable, son badge brillant lorsqu'elle l'avait embrassé pour lui dire au revoir ce dernier soir. Le sourire forcé quand elle avait promis d'être prudente. L'oubli qui avait attendu son retour. Le point d'observation était déjà encombré de voitures de patrouille à son arrivée. Leurs lumières rouges et bleues peignant le brouillard de couleurs surréalistes. Une bande jaune délimitait le bord de la falaise où un groupe d'officiers scrutait les rochers en contrebas. Jack repéra immédiatement Marie, ses cheveux noirs tirés en arrière dans son chignon caractéristique, son insigne de détective bien visible à sa ceinture. « Jack », dit-elle en se retournant lorsqu'il approcha, ses yeux bruns empreints de sympathie. « Tu devrais te préparer. Le médecin légiste a été appelé. » Il acquiesça brièvement et se fraya un chemin jusqu'au bord de la falaise. En contrebas, à peine visible à travers la brume matinale, gisaient les restes tordus d'une voiture de patrouille. Même de cette hauteur, il pouvait voir la rouille qui avait rongé le métal comme un cancer. La façon dont le toit s'était effondré sous la pression des vagues déferlantes pendant des années. Le wap-wap distinctif des rotors d'hélicoptères annonça l'arrivée de l'équipe de secours. Jack observa l'hélicoptère des gardes-côtes descendre, son équipage préparant les lourds câbles qui allaient soulever l'épave. Le pêcheur qui avait fait la découverte se tenait à proximité, un homme usé dans la soixantaine, portant une salopette défraîchie et des bottes en caoutchouc. « C'est vous qui l'avez trouvé ?» demanda Jack.
L'homme hocha la tête, visiblement secoué. Ça fait 30 ans que je pêche dans ces eaux. Cette voiture n'était pas là la semaine dernière, je peux vous le dire. La tempête d'il y a 2 jours a dû la déloger de là où elle était cachée. Quand le soleil a frappé ce pare-choc chromé ce matin, il secoua la tête. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. « Vous avez bien fait de nous appeler », dit Marie en les rejoignant. « Pouvez-vous nous dire exactement ce que vous avez vu ?» Pendant que le pêcheur racontait sa découverte, Jack observait l'équipe de l'hélicoptère travailler. Il descendait un temps rappel le long de la falaise avec une efficacité exercée, attachant des câbles à la structure du véhicule. Le processus était minutieux. Un faux mouvement pouvait envoyer des preuves basculer dans le Pacifique. « On lève maintenant », annonça la radio. Les officiers rassemblés tombèrent dans un silence tandis que les câbles se tendaient. Lentement, comme par miracle, la carcasse rouillée commença à s'élever. L'eau s'écoulait de ses fenêtres brisées comme des larmes, et des morceaux de rouille et de débris pleuvaient sur les rochers en contrebas. Jack se surprit à retenir son souffle, alors que la voiture franchissait le bord de la falaise et était guidée vers une zone plane qu'ils avaient dégagée. De près, les dégâts étaient encore pires. La voiture de patrouille, une Plymouth Fury de 1975, le même modèle que conduisait Laura, était à peine reconnaissable. L'océan n'avait pas été clément. La rouille avait rongé des sections entières de la carrosserie et des bernacles incrustaient le châssis comme une armure. L'équipe médico-légale intervint immédiatement, photographiant sous tous les angles avant de commencer leur examen. Jack se força à rester en retrait, à les laisser travailler, même si chaque instinct lui criait de déchirer les portières et de chercher des réponses. « La plaque d'immatriculation est encore partiellement lisible », dit l'un des techniciens. « On la vérifie maintenant. » La main de Marie trouva l'épaule de Jack. « Tu n'es pas obligé d'être ici pour ça. »« Si, je le dois, » répondit-il. Le technicien, avec l'ordinateur portable, leva les yeux, le visage grave. « Le numéro de série correspond. C'est le véhicule de patrouille de l'agent Laura Monroe. » Ces mots frappèrent Jack comme un coup physique, même s'il le savait, l'avait senti dans ses os dès le moment où il avait entendu l'appel. 13 ans sans savoir, à se demander si elle l'avait simplement quitté, abandonnant le travail, tout abandonné. Maintenant, voici la preuve que quelque chose de terrible s'était produit cette nuit-là. Ouverture de la portière du conducteur, annonça le technicien médico-légal en chef. Il tira, et la portière se détacha complètement, ses charnières rongées par la rouille. L'intérieur était une caverne d'ombre et de décomposition. Les sièges réduits à des ressorts, le tableau de bord, une masse de corrosion. Aucun reste visible, rapporta le technicien. Et Jack relâcha un souffle qu'il ne savait pas avoir retenu. Qu'il s'agisse de soulagement ou de déception, il n'aurait su le dire. La recherche se poursuivit méthodiquement. Des effets personnels émergèrent comme des artefacts d'une tombe. Une lampe de poche, depuis longtemps enfouie et corrodée, un carnet de contraventions, les pages fusionnées en une masse solide. Et puis, sous le siège du conducteur, une douille en laiton. « Calibre .40 », dit le technicien en la soulevant. Identique à celle de dotation du département. « Du sang », appela un autre technicien depuis l'arrière du véhicule. Dégradé, mais c'est définitivement du sang, sous la banquette arrière, et... Il ouvrit le coffre, balayant l'intérieur rouillé avec sa lampe. Des traces importantes dans le coffre. Une nouvelle voix interrompit la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» Richard Hensley, le superviseur du département, franchit le ruban de la scène de crime, comme s'il en était propriétaire. Ce qui, réfléchit Jack, était essentiellement le cas. Hensley avait aussi été le superviseur de Laura
en 1977. Maintenant, dans la cinquantaine avancée, il s'était épaissi au niveau de la taille, mais se tenait toujours avec l'autorité d'un homme habitué à être obéi. « Richard, » dit Marie, « nous avons confirmé qu'il s'agit du véhicule de Laura Monroe. » Le visage de Hensley passa par plusieurs expressions avant de se fixer sur une préoccupation officielle. « Bon sang, après tout ce temps. » Il regarda Jack. « Tu ne devrais pas être ici. »« Je vais bien, » répondit Jack. « Du sang et des douilles, » résuma le chef de la police scientifique. « Pas de caméra de bord retrouvée, probablement détruite par l'eau salée. Mais c'est définitivement une scène de crime. » Hensley se frotta la mâchoire. « Ne tirons pas de conclusions hâtives. Ce sang pourrait être celui de n'importe qui. Pour ce que nous en savons, Laura aurait pu. » Il s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. Elle aurait pu être impliquée dans quelque chose qui a mal tourné. Tirer sur quelqu'un, paniquer, abandonner la voiture. Ce n'était pas Laura, dit Jack, catégorique. Elle n'aurait pas... Très bien, Jack, l'interrompit Hensley. Les gens ne sont pas toujours ceux que nous croyons. Son ton était compatissant mais ferme. Nous enquêterons correctement, sans présupposer. Marie intervint avant que Jack ne puisse répondre. Nous aurons besoin d'analyses ADN sur les échantillons de sang. C'est une technologie nouvelle, coûteuse, mais faites-le, dit Hensley. C'est un homicide potentiel. Nous n'économisons pas les dépenses. Il regarda autour de la scène. Les médias vont s'emparer de cette affaire. Nous avons besoin d'une déclaration. Comme invoqué par ces paroles, la première camionnette d'information apparut à l'horizon, suivie rapidement par deux autres. En quelques minutes, des journalistes s'installaient juste au-delà du ruban de police, leurs caméras braquées sur la voiture de patrouille rouillée. Jack se retrouva devant les caméras avant d'avoir pleinement assimilé ce qui se passait. Les journalistes lui tendirent des microphones comme des armes. « Sergent Monroe, que ressentez-vous d'avoir enfin des réponses sur la disparition de votre femme? Est-il vrai que l'agent Monroe faisait l'objet d'une enquête avant sa disparition? Croyez-vous qu'elle a été assassinée? » Jack redressa les épaules et regarda directement dans la caméra la plus proche. L'agent Laura Monroe était un membre dévoué de ce département. Elle venait d'être promue sergent de patrouille lorsqu'elle a disparu en 1977. Elle était travailleuse, honnête et engagée au service de cette communauté. Nous enquêterons sur cette découverte de manière approfondie et professionnelle, et nous découvrirons ce qui lui est arrivé. La nature nous a finalement livré ses preuves, et nous ne gaspillerons pas cette opportunité. D'autres questions fusèrent vers lui, mais Marie le guida doucement, loin des caméras. Derrière eux, l'équipe médico-légale poursuivait son travail méthodique, chaque élément de preuve soigneusement catalogué et préservé. « Tu t'en es bien sorti, » dit Marie, alors qu'ils rejoignaient leur véhicule. « Rentre chez toi, Jack. Prends un peu de temps. » Hensley apparut aux côtés de Jack. « Elle a raison. Tu es trop proche de cette affaire. Prends quelques jours, laisse-nous gérer l'enquête. »« Je peux travailler sur cette affaire? » demanda Jack. « Non, tu ne peux pas, » répondit Hensley, son ton ne tolérant aucune discussion. « Tu es émotionnellement impliqué. Ton jugement est à compromis. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. » Marie acquiesça à contre-cœur. « Je m'en occuperai personnellement. Travaillerai avec l'équipe. Je te tiendrai informé à chaque étape, Jack. Tu peux me faire confiance. » Jack les regarda tour à tour, puis revint sur la carcasse rouillée de la voiture de Laura. Après 13 ans, des réponses étaient enfin à portée de main. Mais ils avaient raison. Il était trop proche, trop à vif. « J'ai des copies des dossiers originaux à la maison, » dit-il finalement. « Je vais les revoir, voir si nous avons manqué quelque chose. »« C'est bien. »
dit Hensley, visiblement soulagé. Mais ne joue pas au détective tout seul. Marie accompagna Jack jusqu'à sa voiture de patrouille. Je vais retourner au poste, récupérer tous les dossiers. Les journaux de bord de 1977, les tableaux de service, tout. Nous allons élucider cette affaire, Jack. Quelqu'un l'a tué, Marie, dit Jack, les mots sortant d'une voix rauque. Toutes ces années, les gens disaient qu'elle s'était enfuie, qu'elle avait abandonné son devoir. Mais quelqu'un l'a tuée. Nous ne le savons pas encore, répondit Marie, son expression compatissante mais professionnelle. Du sang dans le coffre, une douille. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Nous suivons les preuves. C'est tout ce que nous pouvons faire. Jack monta dans sa voiture de patrouille et démarra le moteur. Dans son rétroviseur, il pouvait voir l'équipe médico-légale encore au travail. Les restes rouillés du passé enfin traînaient à la lumière. Il mit la voiture en marche et rentra chez lui, son esprit parcourant déjà les dossiers poussiéreux qui l'attendaient dans son bureau, à la recherche de l'indice qu'ils avaient manqué 13 ans auparavant. La maison de Jack se dressait silencieuse sous le soleil de midi. Une modeste maison à 2 étages, dans un quartier de Pacifica, où policiers et enseignants vivaient côte à côte. Il poussa la porte d'entrée et se dirigea directement vers son bureau, sans prendre la peine d'enlever sa veste. La boîte était posée sur l'étagère supérieure de son placard, exactement là où il l'avait placée 5 ans auparavant, lors de sa dernière révision. Du carton brun, L. Monroe, 1967, écrit au marqueur noir sur le côté. Il la descendit et s'assit sur le sol du bureau, étalant le contenu autour de lui, comme les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais pu résoudre. La photographie de Laura le regardait depuis son dossier personnel. Cheveux blonds, coiffés dans le style de la fin des années 70, yeux bleus brillants de fierté. Les nouveaux galons de sergent tout frais sur son uniforme. Elle avait 28 ans quand cette photo avait été prise, juste 2 semaines avant sa disparition. Il prit d'abord les copies du journal de bord, suivant du doigt les entrées du 18 novembre 1977. L'écriture de Laura, nette et précise, 20 heures, début de patrouille, secteur 7, puis 15 minutes plus tard, 20h15, contrôle routier de routine, Highway 1, borne kilométrique 42, avertissement émis. Rien après cela. Pas d'appel de détresse, pas de signalement d'activité suspecte, pas de demande de renfort, juste le silence. Jack parcourut les déclarations des témoins. Les 3, sa partenaire cette nuit-là, l'officier Patricia Hendricks, avait donné un bref récit. Dernière fois que j'ai vu l'agent Monroe à 20 heures, quand elle allait partie pour une patrouille en solo. Elle semblait de bonne humeur, a mentionné vouloir finir tôt pour regarder le film tardif à la télévision. Les 2 autres déclarations provenaient de civils qui avaient dû une voiture de patrouille cette nuit-là, mais ne pouvaient pas confirmer qu'il s'agissait de celle de Laura. Minimal, frustrant de minimalité. Il s'adossa contre le mur, regardant les papiers éparpillés sur la moquette. Laura n'aurait pas simplement conduit sa voiture de patrouille au-delà de Deville Slide. La logistique à elle seule rendait cela impossible. Comment aurait-elle pu s'en sortir? Quelqu'un d'autre devait être impliqué. Ses yeux tombèrent sur le tableau de service. Patricia Hendricks avait été la partenaire de Laura, mais là, au bas de la page du journal de bord, figurait un autre nom, adjoint Carl Bowen, superviseur de nuit. Il avait signé les entrées du journal, confirmant leur exactitude. Jack saisit son téléphone et composa le numéro de portable de Marie. Elle répondit à la 2e sonnerie. « Jack, je suis presque de retour au poste. Richard est déjà là. Le reste de l'équipe traite encore la scène. J'ai besoin de te demander quelque chose au sujet de Carl Bowen, dit-il. Il a signé le journal de bord la nuit où Laura a disparu. Bowen, il a dit qu'il a été transféré au comté de San Mateo il y a environ 8 ans.
Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Je veux lui parler. Peux-tu récupérer ses coordonnées actuelles quand tu arriveras au poste? Bien sûr, tu viens? Je suis en route. Jack rassembla les dossiers dans leur boîte et se leva. La maison semblait trop silencieuse, trop pleine de fantômes. Il avait besoin de bouger, de faire quelque chose. Au lieu de se rendre directement au poste, il se surprit à tourner sur la Highway 1, se dirigeant vers le sud, en direction de l'ancien secteur de patrouille de Laura. 20 minutes plus tard, il s'arrêta à la borne kilométrique 42, l'emplacement de son dernier contrôle routier signalé. La zone n'avait pas beaucoup changé en 13 ans. Les buissons de broussailles et les herbes côtières se pliaient sous le vent éternel. Le Pacifique formant une étendue gris-bleu à l'ouest. À l'est, il pouvait voir les vieux quais industriels de Moss Landing, leurs bâtiments en tôle rouillée et battus par les intempéries. Ils avaient cherché la borne en 1977, n'avaient rien trouvé. Pourquoi Laura était-elle sortie ici seule? La procédure standard exigeait des binômes après la tombée de la nuit, surtout dans les zones isolées. Il allait retourner à sa voiture quand il entendit le grondement d'un véhicule de patrouille qui approchait. Le cruiser noir et blanc ralentit en passant, puis s'arrêta. La vitre du conducteur s'abaissa, et Jack se retrouva à regarder un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Jack Monroe, c'est toi. » Carl Bowen avait bien vieilli. Ses cheveux grisonnaient maintenant, mais son visage restait mince et alerte. Il portait l'uniforme du shérif du comté de San Mateo avec l'aisance confiante d'un officier vétéran. « Carl, quelle coïncidence. Je pensais justement à toi. »« Ah bon? J'ai entendu parler de ce matin. Ils ont vraiment trouvé la voiture de Laura. » L'expression de Carl était compatissante mais prudente. « À Devil's Slide. J'étais juste en train de vérifier son ancienne route de patrouille. » Carl hocha lentement la tête. Terrible chose, après tout ce temps. Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Écoute, j'aimerais discuter, mais je suis en retard pour mon service. En fait, je voulais te demander au sujet du journal de bord de cette nuit-là, » dit Jack. « Tu l'as signé. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Carl. « C'était il y a 13 ans, Jack. Mais oui, je me souviens de l'avoir signé. Tout était en ordre, comme toujours. » Il passa la voiture en marche. « Écoute, prenons un café bientôt. Parlons du bon vieux temps. Je patrouille dans le secteur de San Pedro aujourd'hui, près du parc de la Vallée. Appelle-moi au département. »« Je le ferai, » dit Jack. Carl fit un bref signe de la main et s'éloigna, sa voiture de patrouille disparaissant au tournant de la côte. De retour dans sa voiture, Jack alluma la radio en se dirigeant vers le poste. Un reportage d'actualité passait, une rediffusion de son interview de ce matin. L'agent Laura Monroe était un membre dévoué de ce département. Elle venait d'être promue sergent de patrouille lorsqu'elle a disparu en 1977. Elle était travailleuse, honnête et engagée au service de cette communauté. Ses propres mots lui revenaient en écho. Et soudain, une pensée le frappa froidement. Laura venait d'être promue, jeune, femme, ambitieuse, dans un département dominé par des policiers de la vieille école. Il y avait travaillé assez longtemps pour savoir à quel point la politique pouvait être brutale, comment certains officiers ressentèrent du ressentiment face au changement, envers les nouveaux venus qui s'élevaient trop vite. Il tenta de repousser cette pensée. C'étaient ses frères et sœurs en bleu, des gens à qui il avait confié sa vie. Mais les questions persistaient. Pourquoi Laura était-elle seule cette nuit-là? Qui l'avait affectée à une route de patrouille aussi isolée? Jack appuya plus fort sur l'accélérateur. Il avait besoin de réponses et il allait les trouver. Le parking du poste de police de Pacifica était à moitié vide quand Jack s'y gara. Le changement d'équipe de l'après-midi, encore à 1 heure.
Il tendait la main vers la poignée de sa portière lorsqu'un mouvement attira son attention. Richard Hensley faisait les 100 pas le long du bâtiment, téléphone portable pressé contre son oreille. Même à 15 mètres de distance, Jack pouvait voir la tension dans le langage corporel de son superviseur. Richard marchait de long en large, à pas courts, agitant sa main libre, gesticulant brusquement. Puis sa voix s'éleva, portant à travers le parking. « La voiture a remonté. Ton boulot? Bouge maintenant. » Jack s'arrêta, la main toujours sur la poignée de la portière. Le ton de Richard était urgent, presque désespéré. Il sortit de sa voiture de patrouille silencieusement, fermant la portière avec un léger clic. Richard dut sentir le mouvement, car il pivota, ses yeux s'écarquillant quand il vit Jack. La surprise sur son visage se transforma rapidement en autre chose. De l'incertitude, de la peur. Il baissa immédiatement la voix, marmonnant quelque chose dans le téléphone avant de raccrocher. « Jack », dit Richard, forçant un sourire. « Que fais-tu ici? Je pensais t'avoir dit de prendre du temps. » Jack s'approcha, essayant de garder une expression neutre. Je ne pouvais pas rester à l'écart. C'était à propos de l'affaire de Laura. Quoi? Oh, l'appel. Richard fourra maladroitement son téléphone dans sa poche. Oui, c'était le cas, le dépôt des preuves du shérif. Il me crée des problèmes pour déplacer la voiture. Tu sais comment c'est? Ce véhicule est dans l'eau salée depuis 13 ans. C'est maintenant un danger environnemental. Les réglementations de l'EPA et tout ça, ils veulent qu'elle soit déplacée vers leur installation spécialisée au plus vite. Mais l'entreprise de transport traîne des pieds. Il rit, mais cela semblait forcé. J'ai dû les secouer un peu, c'est ton boulot. Et je dis, bouge-la maintenant avant que les inspecteurs du comté ne nous tombent dessus. Cela avait du sens. Jack avait déjà géré des transports de preuves, savait à quel point cela pouvait devenir compliqué avec des matières dangereuses. La bureaucratie ne se repose jamais, hein? Tu m'étonnes, répondit Richard, s'essuyant le front malgré l'air frais de mars. Allez, entrons. Ils entrèrent ensemble par l'entrée principale du poste, les sons et les odeurs familiers du commissariat enveloppant Jack. Téléphone qui sonne, café qui infuse, le subtil courant sous-jacent de chaos contrôlé qui définissait le travail policier. Il repéra immédiatement Marie, en conciliabule, avec 2 techniciens médico-légaux près de la salle de traitement des preuves. Elle leva les yeux quand il approcha, mais lui fit signe d'attendre. « Les échantillons dégradés sont toujours problématiques », disait l'un des techniciens. Ce nouveau test ADN nécessite du matériel génétique de haute qualité. Ce que nous avons extrait de cette voiture. Il secoua la tête. 13 ans sous l'eau, contaminés par le sel, la rouille, les bactéries marines, nous parlons de semaines minimum, peut-être des mois. Il n'y a aucun moyen d'accélérer cela, demanda Marie. Pas sans compromettre les résultats. Le sang est là, nous l'avons confirmé. Mais quant à savoir si nous pourrons extraire suffisamment d'ADN propre pour établir une correspondance? Le technicien haussa les épaules. Jack sentit son espoir se dégonfler. Sans confirmation ADN, il ne pouvait même pas prouver que Laura était dans la voiture quand elle était tombée. « Et la douille ?» insista Marie. Le second technicien feuilleta ses notes. « C'est plus définitif. C'est du calibre .40, correspondant aux munitions de dotation du département en 1977. Même poids de grain, même fabricant. Si l'agent Monroe a utilisé son arme cette nuit-là, cela pourrait en provenir. » Jack ferma les yeux, les implications le submergeant. L'arme de Laura, le sang de Laura ou celui de quelqu'un d'autre. L'incertitude était exaspérante. Il ouvrit les yeux pour voir Richard disparaître dans le couloir, vers son bureau, sa démarche légèrement instable. Marie se dégagea enfin de l'équipe médico-légale.
Désolé pour ça. Ça va? J'ai besoin de parler à Richard à propos de Carl Bowen, dit Jack. Je l'ai croisé sur la Highway 1, exactement sur l'ancienne route de patrouille de Laura. Les sourcils de Marie se soulevèrent. C'est toute une coïncidence. C'est exactement ce que je me suis dit. Jack toucha son épaule. Je vais voir Richard. On se parle après. Je serai dans mon bureau. J'ai quelque chose à te montrer. Jack descendit le couloir et frappa à la porte de Richard. C'est Jack. Entre, répondit Richard. Jack poussa la porte pour trouver Richard fermant précipitamment le tiroir de son bureau, avalant ce qui semblait être des pilules avec un verre d'eau. Médicaments pour la tension artérielle, expliqua Richard sans qu'on le lui demande. Cette affaire est... Il fit un geste vague. Tu ne devrais pas être ici, Jack. Je pensais ce que j'ai dit à propos de prendre des congés. J'ai essayé, répondit Jack. Je n'ai pas pu. Il remarqua comment Richard s'affaissait dans sa chaise, le visage rougi. J'ai besoin de te demander à propos de Carl Bowen. L'expression de Richard se tendit. Quoi, à son sujet? Je l'ai croisé aujourd'hui, sur l'ancienne route de patrouille de Laura. C'était le superviseur de nuit qui a signé le journal de bord quand Laura a disparu. Et alors? Quelqu'un devait le signer, répondit Richard. Richard, quelque chose me tracasse. Si Laura avait été attaquée cette nuit-là, elle l'aurait signalé. Elle était trop bonne policière pour ne pas le faire. Mais il n'y a rien après 20h15. Richard se massa les tempes avec les deux mains. C'est exactement pourquoi nous avons toujours pensé qu'elle avait simplement parti. Pas d'appel de détresse, pas de signalement d'une attaque, pas de témoin disant avoir vu quelque chose de suspect. Mais ça ne colle pas avec ce que nous avons trouvé aujourd'hui. Du sang, une douille. Tu perds du temps et des ressources, dit Richard, la voix tranchante. Carl Bowen est un bon flic. Tu veux commencer à suspecter tes frères en bleu sur la base de quoi? Une signature sur un journal de bord vieux de 13 ans? Je ne suspecte personne, répondit Jack. Je veux juste avoir une image complète. Richard se leva brusquement, puis saisit le bord de son bureau en vacillant. Je ne peux pas. Je dois vérifier le transport de la voiture, m'assurer qu'elle arrive correctement au dépôt des preuves. Il se dirigea vers la porte, mais trébucha légèrement. Jack attrapa son bras, alarmé par la moiteur de la peau de Richard à travers la manche de sa chemise. « Bon sang, Richard, tu es sûr que ça va? Peut-être as-tu besoin d'un café ou... » « Je vais bien, » dit Richard en se dégageant, tentant de rire. « C'est juste ce foutu régime que ma femme m'impose. Hypoglycémie et stress ne font pas bon ménage. » Il redressa sa cravate de ses mains tremblantes. « Nous avons besoin de pistes concrètes, Jack. Pas de théories farfelues sur des collègues officiers. » Jack le regarda partir, remarquant comment Richard oublia de verrouiller la porte de son bureau et faillit heurter l'entrée vitrée du commissariat. Quelque chose n'allait définitivement pas, mais avant qu'il ne puisse le poursuivre, Marie apparut à son côté. « Mon bureau, maintenant !» Une fois à l'intérieur, Marie ferma la porte et sortit un document de son bureau. J'ai parcouru les archives, examinant d'autres affaires sur lesquelles Laura travaillait en 1967. J'ai trouvé ceci, mal classé. Jack prit le papier. Une déclaration de témoin, mais quelque chose clochait. Pas de signature, pas de tampon officiel, juste un texte dactylographié décrivant une voiture de patrouille et une camionnette blanche sur la route de Devil's Slide la nuit où Laura a disparu. Où était-ce? Dans un dossier d'affaires complètement sans rapport. Un cambriolage résidentiel 3 mois plus tard, répondit Marie en sortant le véritable dossier de cambriolage. Tu vois, rien à voir avec Laura ou cette nuit-là. Jack étudia les deux documents.
Pourquoi le cacher au lieu de le détruire? Peut-être que quelqu'un voulait une assurance, une histoire de secours au cas où ils en auraient bien besoin. Ou peut-être qu'ils ont simplement oublié l'avoir caché, dit Marie, en baissant la voix. Quoi qu'il en soit, quelqu'un dans ce département en savait plus qu'il n'en disait. Jack regarda le nom sur la déclaration du témoin. Belinda Carlson. Attends, ce nom... J'ai déjà récupéré le dossier officiel, dit Marie en produisant un autre dossier. Il y a une seconde déclaration de Belinda Carlson, signée, tamponnée, complètement officielle. Jack la lut rapidement. Dans cette version, Belinda affirmait n'avoir rien vu d'inhabituel cette nuit-là. Le même témoin, deux histoires complètement différentes. Elle a une adresse et un numéro de téléphone indiqués, dit Jack en consultant sa montre. Toujours local, dans le quartier de Fremont. Marie attrapa sa veste. « Je viens avec toi. Quelque chose me dit que mademoiselle Carlson a des explications à donner. » Ils se dirigèrent vers la porte, l'esprit de Jack bouillonnant. Nouvelle preuve, documents cachés, déclarations contradictoires après 13 ans. Le mur de silence, soigneusement construit autour de la disparition de Laura, commençait enfin à se fissurer. La crone Victoria banalisée de Marie sentait le café et les vieux dossiers alors qu'il quittait le parking du poste. Jack tenait la déclaration du témoin à la main, composant le numéro de téléphone indiqué pour Belinda Carlson. « Allez, décroche », murmura-t-il, écoutant la sonnerie interminable. Après la 4e tentative, il referma brusquement le téléphone. La ligne est morte, soit déconnectée, soit elle ne répond pas. L'adresse n'était qu'à 5 minutes, dit Marie, tournant sur Monterey Road. Fremont était un quartier tranquille, classe ouvrière. Les maisons devenaient plates et Ovens plus petites à mesure qu'ils avançaient, des bungalows d'après-guerre soignés avec de petites cours et des voitures américaines dans les allées. Marie ralentit, tournant dans la rue de Belinda, vérifiant les numéros des maisons. « Ce devrait être sur la droite, » dit Jack. « Attends, » dit Marie, en freinant doucement. « Regarde. » La berline de fonction de Richard Hensley était garée devant une maison jaune à la peinture écaillée et une pelouse envahie. Richard lui-même se tenait sur le porche d'entrée, et il n'était pas seul. Une femme dans la quarantaine lui faisait face, son langage corporel défensif, les bras croisés sur sa poitrine. Marie se gara au bord du trottoir, 3 maisons plus loin, coupant le moteur. À travers le pare-brise, ils observèrent Richard pointer du doigt la femme, le visage sévère. Même de cette distance, ils pouvaient voir la tension dans ses épaules, l'inclinaison agressive de son corps. « Que diable fait-il ici ?» chuchota Jack. La femme, probablement Belinda, secouait plusieurs fois la tête, reculant vers sa porte. Richard plongea la main dans sa veste et en sortit ce qui ressemblait à une grosse enveloppe. Il la pressa dans ses mains, se penchant pour dire quelque chose qui la fit tressaillir. « Ça ne ressemble pas à un entretien officiel », observa Marie. Richard se retourna brusquement et retourna à sa voiture d'un pas décidé. Il baissa instinctivement la tête quand il passa, bien que son attention semblait fixée droit devant lui. Une fois ses feux arrière disparus au coin de la rue, ils regardèrent Belinda rentrer chez elle, serrant l'enveloppe. « Eh bien, » dit Marie, « ça devient intéressant. » Ils approchèrent de la maison avec précaution, notant les outils de mécanicien éparpillés sur le porche, les taches d'huile sur l'allée. Jack frappa fermement. La porte s'ouvrit immédiatement, le visage de Belinda déjà tordu d'agacement. « Qu'est-ce que vous voulez d'autre ?» Elle s'arrêta net en voyant 2 visages inconnus. Jack remarqua que ses yeux étaient rougis, ses mains légèrement tremblantes. « Madame Carlson, » dit Jack. « Je suis le sergent Jack Monroe. Voici la détective Marie Estrada. Nous sommes de la police de Pacifica. »
L'expression de Belinda passa de la colère à la confusion, puis à quelque chose comme de la peur. De quoi s'agit-il? Nous aimerions vous poser quelques questions sur une déclaration que vous avez faite en 1977, dit Jack. Pouvons-nous entrer? Je n'ai rien à voir avec vous, répondit-elle en commençant à fermer la porte. Marie s'avança. Nous vous avons vu parler avec notre superviseur à l'instant, Richard Hensley. Nous enquêtons sur la même affaire et nous avons vraiment besoin de vous parler. Le visage de Belinda pâlit. Elle les regarda tour à tour, puis les documents dans la main de Jack. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Jack montra les deux déclarations de témoins, celle cachée et celle officielle. Nous avons besoin que vous expliquiez celle-ci. Pendant un long moment, Belinda fixa les papiers. Puis ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite. Elle leva les yeux au ciel et recula. Très bien, entrez. Mais c'est la dernière fois que je parle de ça. Le salon était petit, mais bien rangé, décoré avec des photographies de temps meilleurs. Belinda leur fit signe vers un canapé usé et prit le fauteuil inclinable en face d'eux, l'enveloppe de Richard toujours serrée sur ses genoux. « Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. » commença-t-elle. « La vérité serait bien, » dit Marie doucement. « Nous savons que vous avez fait deux déclarations différentes concernant la nuit où l'agent Laura Monroe a disparu. Nous avons besoin de savoir ce que vous avez réellement vu. » Belinda rit amèrement. « La vérité? Vous voulez la vérité après 13 ans? » Elle se frotta le visage des deux mains. « Je suis si fatiguée de porter ce fardeau, ces mensonges, cette culpabilité. » Jack se pencha en avant. « Alors, dites-nous, aidez-nous à comprendre. » Belinda fixa l'enveloppe sur ses genoux pendant un long moment. Quand elle parla, sa voix dépassait à peine un murmure. « Je me rendais au travail cette nuit-là, le 18 novembre 1977. J'étais garde forestière au parc de la vallée de San Pedro, travaillant le service du soir. Il était environ 20h30 quand j'ai dépassé la route de Devil's Slide et vu une femme officier, seule, arrêtant une camionnette blanche. Elle s'arrêta, perdue dans le souvenir. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Les flics arrêtent beau des gens tout le temps, non? Alors, j'ai continué à conduire. « Pouvez-vous décrire la camionnette? » demanda Marie, prenant des notes. « Blanche, comme je l'ai dit. Modèle plus ancien, peut-être début des années 70. Pas de fenêtres à l'arrière, le genre que les entrepreneurs utilisent. » Belinda s'agita dans son fauteuil. « Quoi qu'il en soit, je suis arrivé au travail. J'ai fait mes rondes. Mais c'était une nuit calme, et je m'ennuyais. Donc, vers 22h, j'ai appelé mon mari, lui ai demandé de venir me tenir compagnie. Elle eut la grâce de paraître embarrassée. Nous nous sommes retrouvés dans le parc. Vous savez comment c'est? Jeune, marié, à la recherche d'un peu d'excitation. Le parc est immense, beaucoup d'endroits isolés dans les bois. Nous avons trouvé un endroit tranquille et... » Elle agita la main. « Vous voyez l'idée. » « Qu'est-il arrivé ensuite? » pressa Jack. « Nous avons entendu quelque chose, un bruit, comme un cri, peut-être un hurlement, difficile à dire avec le vent et les arbres. Mon mari voulait enquêter, mais le parc est immense. Dans l'obscurité, les sons résonnent bizarrement. Nous avons marché pendant peut-être 15 minutes, mais n'avons rien pu trouver. À quelle heure était-ce? Peut-être 23h30, minuit, répondit Belinda, sa voix devenant amère. Je ne regardais pas exactement ma montre. Quand je suis retourné à mon poste vers 00h30, j'ai vu cette même camionnette blanche sortir du parc, la même que celle du contrôle routier, j'en étais sûr. Marie et Jack échangèrent plein des regards. « Vous êtes sûre certaine que c'était la même camionnette? »« Positive, » dit Belinda. Elle avait un creux dans le panneau arrière, côté droit en forme de croissant de lune.
Et vous avez signalé cela? Demanda Jack. Le visage de Belinda se froissa. J'ai essayé. Le lendemain, quand j'ai entendu parler de l'officier disparu, vu pour la dernière fois sur la Highway 1, je suis allé au poste de police. J'ai fait ma déclaration. Mais votre superviseur, Hensley, a pris le relais. Elle saisit l'enveloppe et la leur tendit. Prenez-la. J'en ai fini avec ça, avec tout ça. Jack ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3000 dollars en billets usés. Il vous a payé pour changer votre déclaration, dit Jack. Ce n'était pas une question. Belinda hocha la tête misérablement. Il a dit que ma première déclaration concernant la camionnette blanche était peu claire, confuse, qu'il fallait que je la simplifie, dire simplement que je n'avais rien vu. Il l'a présentée comme s'il me rendait service, m'aidant à éviter des complications. Mais ce n'était pas tout, n'est-ce pas? Dit Marie, sa voix douce mais ferme. Non, répondit Belinda, des larmes coulant sur son visage. Une semaine plus tard, mon superviseur au parc a découvert que mon mari et moi nous y retrouvions. Quelqu'un avait fait une plainte anonyme. J'ai été licencié pour conduite inappropriée. Je n'ai pu obtenir aucun autre emploi de garde forestière nulle part. Hensley s'en est assuré. Alors, vous avez gardé le silence? Dit Jack. Quel choix avais-je? Mon père était malade, les factures manuelles et médicales. Elle fit un geste englobant la modeste pièce. J'ai repris l'atelier de mécanique de mon père, j'ai à peine survécu. Et tous les quelques mois, Hensley apparaissait avec une autre enveloppe. Pour vos ennuis, disait-il, pour votre discrétion continue. Marie se leva. Madame Carlson, nous avons besoin que vous veniez au poste, faire une déclaration officielle. Nous aider à monter un dossier contre Richard. Belinda secoua violemment la tête. Non, pas question. Vous l'avez vu ici aujourd'hui. Il sait que quelque chose se passe. Je peux sembler égoïste, mais je dois protéger ma famille et moi-même. Mon père est toujours malade, a toujours besoin de soins. Et mon mari est parti dans un autre état, me tenant responsable de nos problèmes d'argent. Hensley pourrait détruire le peu qu'il nous reste. Mais votre témoignage ne sera pas suffisant, dit Belinda, la voix ferme. Vous le savez, c'est un superviseur respecté, plus de 20 ans dans la police. Je ne suis personne, une garde forestière, disgraciée, qui s'est fait prendre en train de... Elle s'arrêta, rougissant. Qui va me croire? Jack voulait argumenter, mais il comprenait sa peur. Il avait vu comment le système pouvait écraser ceux sans pouvoir ni relation. Trouvez plus de preuves, dit Belinda. Montez un dossier dont il ne pourra pas se sortir. Alors, je témoignerai, mais pas avant. De retour dans la voiture, Jack s'affaissa dans son siège. Elle a raison. Sa parole contre celle de Richard ne suffira pas. Mais maintenant, nous savons qu'il y a quelque chose à trouver, dit Marie, démarrant le moteur. Une camionnette blanche dans le parc cette nuit-là. Richard qui dissimule. C'est plus grand que juste Laura. Jack se redressa soudainement. Carl Bowen a dit qu'il patrouillait dans la zone de la vallée de San Pedro aujourd'hui. Le même parc où travaillait Belinda. Ça ne peut pas être une coïncidence. Les yeux de Marie brillèrent de détermination. Alors, allons voir ce que l'officier Bowen mijote vraiment. Le parc de la vallée de San Pedro s'étendait devant eux, une vaste étendue de collines côtières et de bosquets de séquoias qui grimpaient du Pacifique vers les montagnes de Santa Cruz. Marie s'engagea dans l'aire de stationnement principal, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les eucalyptus qui bordaient l'entrée. Là, dit Jack brusquement, la voiture de Richard. La berline du superviseur était garée près du poste de garde, et à côté, la voiture de patrouille noir et blanc que Jack avait vue ce matin. Il vérifia le numéro de plaque pour être sûr. C'est l'unité de Carl Bowen, la même que ce matin. Marie scruta le parking. Nous avons besoin de couverture. Nous ne voulons pas qu'il nous repère.
Elle manœuvra la Crown Victoria dans une place entre une camionnette et un pick-up, partiellement cachée par des branches en surplomb. De là, ils avaient une vue dégagée sur les deux véhicules, tout en restant dissimulés. Jack prit une carte du parc dans la boîte des visiteurs alors qu'il sortait de la voiture. Le système de sentiers s'étendait sur des milliers d'hectares. Sentier Hazelnut, route Wilder Ranch, Middle Peak. Trouver quoi que ce soit dans cette nature sauvage serait comme chercher un grain de sable spécifique sur une plage. Nous ne pouvons pas simplement errer en espérant, commença Jack, mais Marie pressa un doigt sur ses lèvres. Elle pointa à travers les arbres. Deux silhouettes émergèrent d'un sentier à 50 mètres. Richard Hensley, toujours en costume malgré le cadre extérieur, et Carl Bowen, dans son uniforme du comté de San Mateo. Carl portait une pelle et un lourd sac d'équipement. Richard tenait un grand sac plastique noir, du genre industriel utilisé pour les déchets de construction. Ils se déplaçaient avec détermination vers leur véhicule. Le visage de Richard était rougi par l'effort et l'agacement, bien qu'il gardât la voix basse. Jack et Marie se rapprochèrent furtivement, utilisant la ligne d'arbre comme couverture. « Je t'ai dit que c'était inutile », disait Carl. Richard ouvrit son coffre et plaça soigneusement le sac plastique dans une caisse en bois. « Inutile? As-tu entendu Monroe aux infos ce matin? Ils ont trouvé la voiture, Carl. La putain de voiture est remontée. » Carl chargea sa pelle et son sac d'équipement dans son véhicule de patrouille. « Et alors? Ça fait 13 ans. Il n'y a rien. »« Il y a du sang, » dit Richard, la voix empreinte d'une panique contrôlée. « Des douilles. Et ce nouveau test ADN qu'ils ont maintenant, tu as une idée de sa précision? » « Le corps est en terre depuis 13 ans, Richard. Ce ne sont probablement que des os maintenant. Personne ne va le trouver à Middle Peak. C'est un sentier uniquement pour la randonnée, à 3 kilomètres dans la nature. Qui va chercher là-bas? » Richard déplaça la caisse de son coffre à celui de Carl, grognant sous l'effort. Jack remarqua comment il la manipula avec précaution, malgré son agitation. « Tu es stupide? » Richard frappa l'arrière de la tête de Carl. « S'il confirme que le sang dans la voiture est celui de Laura, que penses-tu qu'il se passera ensuite? Ils voudront le corps. Ils recommenceront à interroger tout le monde. Cette femme Carlson, les gardes forestiers que nous payons pour garder le silence. L'un d'eux parle, et nous sommes finis. » Carl se frotta la tête, l'air renfrogné. « D'accord. Mais où suis-je censé l'emmener? Je ne peux pas exactement me promener avec des restes humains dans mon coffre. »« Quelque part de sûr, » répondit Richard. « Quelque part que je ne connais même pas, pour que si les choses te tournent mal, je puisse passer un détecteur de mensonges. » Carl réfléchit un moment. « Que dirais-tu de l'endroit près de ces gens? Tu sais, nos partenaires des commerciaux. Si quelqu'un s'en approche, les soupçons tomberont sur eux, pas sur nous. » Pour la première fois, Richard esquissa presque un sourire. « Enfin, tu réfléchis. Fais-le, c'est tout. Et Carl, assure-toi que personne ne te voit. » Il claqua le coffre. Richard monta dans sa berline, tandis que Carl s'installait dans sa voiture de patrouille. Jack et Marie reculèrent plus profondément dans les arbres, alors que les deux véhicules démarraient. La voiture de Richard tourna à gauche, à la sortie du parc, se dirigeant vers la ville. La voiture de patrouille de Carl alla à droite, se dirigeant vers le nord, le long de la route côtière. Ils coururent vers leur voiture, Marie se glissant derrière le volant avant que Jack n'ait complètement fermé sa portière. Elle attendit que Carl ait 30 secondes d'avance avant de sortir. « Dieu merci, nous n'avons pas eu à faire de la randonnée jusqu'à Middle Peak, » marmonna Marie, gardant la voiture de patrouille de Carl en vue, tout en maintenant la distance. 3 kilomètres en terrain sauvage. Nous aurions cherché pendant des heures. « Ça doit être Laura dans ce sac, » dit Jack, la voix chargée d'émotion. « 13 ans,
Elle a-t-il été là-haut seule? Nous n'en sommes pas, Patello, n'est-ce pas certain, avertit Marie, bien que son ton suggéra qu'elle le croyait aussi. Mais quoi qu'il y ait dans cette caisse, Richard et Karl sont désespérés de le cacher. Ils suivirent le Karl vers le nord, le long de la Highway 1, passant Devil's Slide, où tout avait commencé quelques heures auparavant. Jack observait la voiture de patrouille devant, son esprit tournant à toute vitesse. Ces gens, avait dit Karl, des partenaires pâtés commerciaux. Quel genre d'affaires un flic corrompu avait-il avec des partenaires qu'il valait la peine de protéger? À l'intersection avec la Highway 92, la prédiction de Richard s'avéra correcte. Sa berline tourna vers l'intérieur des terres, retournant à Pacifica. Karl continua vers le nord. « Il va vraiment le faire, » dit Marie. « Déplacer un corps en plein jour dans un véhicule de police. »« 13 ans qu'il s'en sort, » répondit Jack. « C'est une petite ville tranquille et vieillotte. Pourquoi penserait-il qu'aujourd'hui serait différent? » Après 30 minutes à suivre la voiture de patrouille de Karl vers le nord, le long de la côte, Marie observa. « Nous nous dirigeons vers le territoire de Sharp Park. » Jack se pencha en avant, repérant le complexe industriel familier au loin. Là, la station d'épuration des eaux. Il tourne dedans. La station d'épuration des eaux de Sharp Park était un vaste complexe de bâtiments en béton et de réservoirs cylindriques, entouré d'une clôture grillagée et de panneaux d'avertissement. La voiture de patrouille de Karl ne se dirigea pas vers l'entrée principale, mais contourna vers une route de service à l'arrière de l'installation. Marie quitta la route principale, trouvant un abri derrière un groupe d'unités de stockage qui leur donnait une vue sur les mouvements de Karl. À travers la clôture, ils le regardèrent se garer dans un endroit isolé, près d'une zone fortement végétalisée, une prairie non entretenue qui bordait le périmètre arrière de l'installation. « Il bouge, » dit Jack. Karl sortit de son véhicule et ouvrit le coffre. Il souleva la caisse en bois contenant le sac plastique, prit sa pelle et se dirigea vers les hautes herbes. Il se déplaçait avec détermination, mais vérifiait constamment par-dessus son épaule. « Allons-y, » chuchota Marie. « Reste baissé. » Ils se glissèrent hors de leur voiture et approchèrent de la clôture, utilisant l'équipement industriel et les buissons luxuriants comme couverture. Karl ne s'était pas aventuré loin dans la végétation, peut-être 30 mètres de son véhicule. Il pouvait le voir clairement alors qu'il commençait à creuser. La pelle mordait dans la terre avec des chocs rythmiques. Karl travaillait efficacement, des années de travail physique évidentes dans ses mouvements. En 10 minutes, il avait excavé un trou d'environ 1 mètre de profondeur et 1,20 mètre de longueur. L'estomac de Jack se noua alors que Karl ouvrait la caisse et vidait le sac plastique noir dans le trou. Le contenu se déversa, clairement des restes humains, bien que dégradés par des années d'enfouissement. Des os, des tissus en lambeaux, et ce qui pouvait être des cheveux tombèrent dans la tombe fraîche. Puis Karl fit quelque chose qui fit bouillir le sang de Jack. Il tendit la main dans le trou et en retira quelque chose, un petit os, peut-être un doigt, et le glissa dans sa poche. Un trophée. Karl commença à reboucher le trou, tassant la terre avec ses bottes. En quelques minutes, il avait dispersé la terre excédentaire et recouvert le site d'herbes et de débris. Pour un observateur occasionnel, le sol semblait intact. Ils retournèrent à leur voiture alors que Karl chargeait son équipement dans le coffre. Jack tendit la main vers la radio, mais Marie attrapa sa main. « Attends, » dit-elle. « Rappelle-toi ce qu'il a dit à Richard. Quelque chose à propos de le mettre près de ces gens pour que les soupçons tombent sur eux. Voyons où il va. » Jack acquiesça à contre-cœur. Ils avaient besoin du tableau complet, pas seulement de Karl avec une pelle. Karl épousseta la terre de son uniforme et remonta dans sa voiture de patrouille.
Mais au lieu de quitter l'installation, il passa par une porte d'accès interne, montrant ses accréditations aux gardes de sécurité à l'air ennuyé. « Il a accès, » marmonna Marie. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » Ils observèrent, à travers des jumelles, la voiture de Karl s'arrêter devant ce qui semblait être un abri de générateur abandonné à l'extrémité du complexe. Le bâtiment semblait n'avoir pas vu d'entretien depuis des années. Murs tachés de rouille, fenêtres cassées, rapiécées avec du contreplaqué. Karl disparut à l'intérieur. 5 minutes Jidda passèrent, puis il émergea, portant un paquet rectangulaire enveloppé dans du papier brun. La taille et la forme immédiatement familières à tout officier des stupéfiants. « Fils de pute !» souffla Jack. « De la drogue. Il récupère de la drogue. » Marie était déjà sur la radio, gardant sa voix basse. « Centrale, ici la détective Estrada. J'ai besoin que vous fassiez une vérification discrète sur l'installation de traitement des eaux de Sharp Park. Tout ce que vous avez, rapports, plaintes, activités inhabituelles. » Pendant qu'ils attendaient la réponse du central, un mouvement à l'abri du générateur attira leur attention. 2 hommes sortirent, et entre eux se trouvaient 2 jeunes femmes, des adolescentes, à en juger par leur apparence, portant des robes bon marché et l'air terrifiés. Les hommes ne poussèrent des lesteurs les filles vers Karl, qui les saisit rudement par les bras et les conduisit à sa voiture de patrouille, les poussant sur la banquette arrière. « Ça suffit, » dit Jack. « Nous avons besoin de renforts maintenant. » Marie était déjà sur la radio. « Centrale, nous avons un 1099 à l'installation de traitement des eaux de Sharp Park, officier impliqué dans un possible trafic humain et de stupéfiants. Demande immédiate d'intervention d'une équipe tactique. Le suspect est l'adjoint Carl Bowen, comté de San Mateo. Nous avons également besoin d'unités pour sécuriser le superviseur Richard Hensley au poste de Pacifica. Il est impliqué. Bien reçu, détective. Unité en route, ETA 5 minutes. Ils maintinrent une surveillance visuelle sur Karl, qui était maintenant engagé dans une conversation animée avec les hommes à l'extérieur de l'abri. La nature décontractée de l'interaction suggérait que ce n'était pas leur première transaction. Puis, une camionnette blanche apparut de plus profondément dans l'installation. Vieille, banale, sans fenêtres arrière. Le pouls de Jack s'accéléra, exactement comme celle que Belinda Carlson avait décrite. Karl retourna à sa voiture de patrouille et la positionna devant la camionnette, se préparant clairement à l'escorter hors de l'installation. Utiliser un véhicule de police pour protéger une opération criminelle. L'audace de cela fit serrer les poings à Jack. « Ils font ça depuis des années, » dit Marie doucement. « Regarde comme tout est routinier. Pas de nervosité, pas de précipitation, juste les affaires comme d'habitude. » Le son des sirènes approchantes brisa le calme de l'après-midi. Plusieurs voitures de patrouille et un fourgon SWAT convergèrent vers la porte principale de l'installation. Le garde de sécurité, face à une présence policière écrasante, n'eut d'autre choix que d'ouvrir la barrière. Karl et le conducteur de la camionnette réalisèrent leur situation simultanément. Les 2 véhicules bondirent en avant, essayant d'atteindre une sortie secondaire. Marie mit leur voiture en marche, rejoignant la poursuite avec les autres unités. Le conducteur de la camionnette perdit son sang-froid en premier, freinant brutalement et levant les mains. Karl tenta de faire illusion, arrêtant sa voiture de patrouille et descendant avec une nonchalance affectée. « Que se passe-t-il ici » appela-t-il, essayant d'afficher une confusion autoritaire. « Je n'ai reçu aucune notification concernant une opération. Je vérifiais juste cet entrepôt dans le cadre de ma patrouille. » Marie était déjà sortie de la voiture, menotte en main. « Épargne-nous ça, Karl. Nous avons tout vu. » « C'est un malentendu, » protesta Karl alors que Marie le menottait.
Ces filles dans ma voiture, elles achetèrent de la drogue. Regardez. Il fit un geste désespéré vers le paquet brun sur son siège avant. Je les emmenai au poste. Jack se pencha près de lui. Tu es tout un conteur, Carl. Dommage que nous t'ayons vu enterrer des restes humains il y a 30 minutes. Probablement ceux de Laura. Puis te diriger ici pour ta livraison de drogue et probablement ton bonus mensuel de filles trafiquées. Le visage de Carl blêmit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout ceci est une erreur. La seule erreur était la tienne, dit Marie, lui lisant ses droits, tout en le guidant vers une voiture de patrouille. Pendant ce temps, l'équipe tactique avait pénétré dans l'abri du générateur. Jack et Marie approchèrent alors que des officiers sortaient avec des suspects menottés, des hommes à l'air dur qui dégagirent de la violence, même en garde à vue. À l'intérieur, l'abri révéla immédiatement son véritable but. Des escaliers menaient à un niveau souterrain qui puait les produits chimiques. Le laboratoire de méthamphétamine était vaste. Appareils à verser, éléments chauffants, réservoirs de produits chimiques précurseurs, de qualité professionnelle, capables de produire des quantités massives. Dans une pièce adjacente, ils trouvèrent d'autres victimes, des femmes, allant de l'adolescence à la trentaine, toutes montrant des signes de captivité et d'abus. Une femme officier leur parlait doucement en espagnol, les assurant de leur sécurité. L'une des femmes, plus âgée, plus courageuse que les autres, prit la parole. « Nous travaillons au laboratoire, emballage, nettoyage. Mais les jeunes, elle fit un geste vers les adolescentes. Ils les gardent pour spécial. Pour nouveaux clients, nouveaux partenaires, récompense mensuelle pour policiers qui aident. » Jack dut sortir, luttant contre la nausée. Cela allait au-delà de la corruption. C'était le mal, systématique et protégé par les personnes mêmes qui avaient juré de servir. Des équipes médicales arrivèrent, escortant doucement les victimes vers des ambulances. Le transport des personnes arrêtées commença à se remplir de suspects. Les équipes de preuves envahirent le laboratoire, documentant tout. « Nous devons récupérer ces restes », dit Jack à Marie, avant que quelqu'un d'autre ne s'en mêle. Ils trouvèrent un autre officier pour les accompagner et retournèrent là où Carl avait creusé sa tombe. La terre perturbée était encore évidente pour des yeux entraînés. Utilisant la pelle abandonnée de Carl, ils excavèrent soigneusement les restes, les transférant dans un sac à preuves avec la révérence qu'ils méritaient. « Laura », murmura Jack. Après 13 ans, ils l'avaient retrouvée. De retour à leur voiture, avec les preuves sécurisées, Jack se souvint d'une pièce cruciale supplémentaire. « Nous avons besoin de Belinda Carlson. Son témoignage relie tout cela. » Marie composait déjà un numéro. Quand Belinda répondit, la voix de Marie était ferme, mais gentille. « Madame Carlson, c'est la détective Estrada. Nous avons arrêté Carl Bowen et avons des preuves contre Richard Hensley. Plusieurs officiers impliqués. Il est temps de tenir votre promesse. » Il y eut une longue pause, puis, « Dieu merci. Oui, je viendrai. Nous envoyons une unité pour vous escorter en toute sécurité au poste, » l'assura Marie. Jack saisit la radio. « Centrale, besoin d'une unité au 2855, Fremont Avenue, Pacifica. Escorte protectrice pour un témoin. » L'installation de traitement des eaux ressemblait maintenant à une zone de guerre. Véhicules de police partout, suspects en détention, victimes recevant des soins. Ils avaient découvert quelque chose de monstrueux, caché à la vue de tous, protégé par des badges et la confiance publique. « Rentrons, » dit Marie. « Il est temps d'avoir une vraie conversation avec Richard Hensley. » Le poste de police de Pacifica s'était transformé en chaos contrôlé. Les suspects de l'installation de traitement des eaux passaient par le service d'écrou, les poignets menottés, les visages moroses. Les officiers se déplaçaient avec une efficacité exercée, traitant les preuves, remplissant des rapports, se coordonnant avec plusieurs agences.
L'ampleur de ce qu'ils avaient découvert n'était pas encore pleinement assimilée. Jack et Marie soumirent d'ici leurs preuves au greffier des biens. Le sac de reste, l'appel de Carl, des photographies des deux scènes. Chaque élément était méticuleusement enregistré. La chaîne de possession préservée. Salle d'interrogatoire 2, leur dit un officier en uniforme. Hensley est déjà là. Le capitaine veut que vous soyez tous les deux sur cette affaire. À travers le miroir sans teint, Richard Hensley semblait plus petit que Jack ne l'avait jamais vu. Le superviseur confiant avait disparu, remplacé par un homme en sueur, menotté, dont les yeux parcouraient nerveusement la pièce. Marie prit les devants, s'installant dans la chaise en face de Richard, tandis que Jack s'assit tranquillement à côté d'elle, étudiant l'homme en qui il avait eu confiance pendant 2 décennies. « Cet entretien est enregistré », commença Marie, activant la bande. Sont présents la détective Marie Estrada, le sergent Jack Monroe et le superviseur Richard Hensley. « Monsieur Hensley, vos droits vous ont été lus. »« C'est une erreur, » dit Richard, mais sa voix manquait de conviction. « Quoi que vous pensiez avoir vu, ce que nous avons vu, » interrompit calmement Marie. « C'est vous remettant un pot de vin à Belinda Carlson cet après-midi. Nous vous avons vu, vous et Carl Bowen, déplacer des restes humains du parc de la vallée de San Pedro. Nous avons suivi Carl jusqu'à un laboratoire de méthamphétamine où il a collecté de la drogue et des femmes trafiquées. Madame Carlson a fait une déclaration complète sur la façon dont vous l'avez payé pour modifier son témoignage il y a 13 ans. » Le visage de Richard passa par plusieurs teintes de pâleur. « Vous nous avez suivis? » »« Du parc jusqu'à l'installation de traitement, » confirma Jack. « Nous avons tout vu, Richard. » Le silence s'étira entre eux. La respiration de Richard devint laborieuse, sa chemise s'assombrissant de sueur. « Que s'est-il passé en 1977 ?» demanda doucement Jack. « Qu'est-il arrivé à ma femme ?» Richard fixa la table pendant un long moment. Quand il leva enfin les yeux, quelque chose s'était brisé dans son regard. « Très bien, » dit-il. « Vous savez tout de toute façon. Je suis fatigué de tout ça. 13 ans à regarder par-dessus mon épaule, attendant ce jour. » Il prit une respiration tremblante. « Ma meilleure chance maintenant est une négociation de peine. Alors, voilà. Tout. » Marie se pencha en avant, stylo posé sur son bloc-notes. Laura a arrêté une camionnette cette nuit-là, le 18 novembre 1977. Contrôle routier de routine près des vieux quais industriels de Moss Landing, juste à l'extérieur de Pacifica. Elle ne le savait pas, mais cette camionnette transportait une livraison de méthamphétamine de l'installation de traitement des eaux vers les quais pour distribution. Les mains de Jack se crispèrent sous la table, mais il resta silencieux. Le conducteur a paniqué, continua Richard. Un coursier de bas niveau, probablement défoncé à son propre produit. Il lui a tiré dessus à travers la fenêtre passager, la touchant à l'épaule, la faisant tourner. Elle était blessée, saignait, mais pas morte. « Et ils vous ont appelé ?» dit Marie. Ce n'était pas une question. Richard hocha la tête, misérablement. J'étais leur homme de l'intérieur depuis déjà 2 ans. Ils payaient bien, et je me disais que je regardais simplement ailleurs, que je n'étais pas vraiment impliqué. Mais quand ils ont appelé cette nuit-là, il se frotta le visage. J'ai envoyé Carl. Lui est dit de s'en occuper avant que des renforts ne puissent d'entendre répondre à sa dernière position. Carl l'a tué, dit Jack, la voix rauque. Non, répondit Richard, croisant son regard. C'est moi. Carl voulait appeler une ambulance, essayer de la sauver, mais elle avait vu la camionnette, vu le conducteur. Elle pouvait les identifier, témoigner. Alors, Sa voix se brisa. J'ai terminé ce que le coursier avait commencé, utilisant son propre arme.
C'est pourquoi la douille correspondait aux munitions du département. La salle d'interrogatoire tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement de l'équipement d'enregistrement. Nous avons détruit sa radio et sa caméra de bord. Continua Richard, chaque mot semblant le vieillir. Enterrer son corps dans le parc de la vallée de San Pedro, à Middle Peak, 3 kilomètres à l'intérieur où personne ne va. Les gars du cartel ont pris sa voiture de patrouille jusqu'à Devil's Slide, l'ont poussée dans l'océan. La tempête cette semaine-là a aidé à la cacher. Le sang dans le coffre, demanda Marie. Du déplacement de son corps, répondit Richard, haussant les épaules impuissant. Nous l'avons enveloppé dans du plastique, mais... Jack retrouva sa voix. Toutes ces années, les paiements mensuels n'étaient pas seulement de l'argent. Non, admit Richard. De la drogue pour certains des gars qui en consommaient, des filles pour le divertissement. L'opération a grandi au fil des ans. Plus de flics se sont impliqués. Des noms, exigea Marie. Richard rit amèrement. Vous voulez des noms? Ce poste manquerait de personnel si je devais tous les donner. Alors que les noms affluaient, Jack se sentit mal. La corruption était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Pas étonnant que la disparition de Laura n'ait jamais été résolue. La moitié du département l'avait activement dissimulée. « J'ai besoin d'air », dit brusquement Jack, se levant. Marie le regarda avec inquiétude, mais acquiesça. « Prends ton temps, nous n'avons pas fini ici. » Jack trébucha dans le couloir, les jambes instables. Le poids de 13 ans de mensonges, de dormir à côté d'un oreiller vide sans savoir si Laura l'avait quitté ou était morte, s'abattit d'un coup. Jack. Il leva les yeux pour voir Belinda Carlson assise sur un banc près des salles d'interrogatoire, ses mains nerveusement pliées sur ses genoux. « Madame Carlson, » dit-il en s'approchant pour s'asseoir à côté d'elle. « Merci d'être venue. »« J'ai fait ma déclaration, » dit-elle doucement. « J'ai tout dit. À propos de cette nuit, des menaces et pots de vin de Richard, tout. » Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolé. Ce n'est pas juste, ce qui vous est arrivé. À vous, à Laura, à personne. Je sais que je mérite d'être poursuivi. J'ai pris leur argent, gardé leur secret. » Jack étudia son visage usé, voyant le poids qu'elle avait porté. « Vous avez été intimidé au silence, vous avez été menacé. Le procureur prendra cela en considération. Mais j'ai quand même... » « Vous vous êtes manifesté quand c'était important, » interrompit doucement Jack. « Votre témoignage nous a aidés à résoudre cette affaire. Ça compte pour quelque chose. Peut-être l'immunité, peut-être une négociation de peine, mais quoi qu'il en soit. » Il croisa son regard. « Je vous suis reconnaissant. Laura peut enfin reposer parce que vous avez trouvé votre courage. » Ils s'embrassèrent brièvement, deux personnes liées par la tragédie, trouvant un moment de réconfort. Sergent Monroe, un technicien médico-légal, apparut dans l'embrasure de la porte. « Pourriez-vous venir avec moi? Nous avons besoin que vous identifiez quelque chose. » Jack s'excusa et suivit le technicien jusqu'à la salle d'épreuve. Des tables bordaient les murs, couvertes d'objets étiquetés provenant des descentes de la journée. Le technicien le conduisit à une table plus petite où les restes avaient été soigneusement disposés. « Nous enverrons tout pour des tests ADN au laboratoire d'État, » expliqua le technicien en enfilant des gants en latex. « Mais nous avons trouvé ceci avec les restes. » Il tendit un petit sac à preuves. À l'intérieur se trouvait un pendentif sur une chaîne délicate, ternie mais intacte. Jack le reconnut immédiatement. Le cœur en platine que Laura portait chaque jour de leur mariage. D'une main tremblante, Jack prit le sac. À travers le plastique, il pouvait sentir le poids du métal, la forme familière. Il le retourna et il était là, gravé au dos,
en écriture élégante. Jack et Laura, pour toujours. Les larmes vinrent alors, 13 ans de chagrin se déversant dans la salle d'épreuve stérile. Le pendentif rendait cela réel d'une manière que même la découverte de son corps n'avait pas faite. C'était celui de Laura, porté contre sa peau, chérie. Elle ne l'avait pas quitté. Elle lui avait été arrachée. Le technicien recula respectueusement, lui donnant de l'espace pour faire son deuil. Après plusieurs minutes, Jack essuya ses yeux et retourna à la table d'épreuve. Parmi les os, il remarqua que l'un d'eux était étiqueté séparément. « Nous avons trouvé celui-là dans la poche de Carl Bowen », expliqua le technicien. Un os de doigt. Il l'avait pris comme une sorte de trophée. « Salopard malade », marmonna Jack. Ces hommes avaient de porter des badges, prêté serment. Ils avaient trahi tout ce que représentait l'application de la loi. Il toucha doucement le sac contenant les os. « Je t'ai enfin retrouvé, Laura. Tu peux te reposer maintenant. »« Sergent, » dit doucement le technicien. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez sauvé ces femmes à l'installation. Elles sont à l'hôpital général de Pacifica maintenant, recevant des soins. Leur vie compte aussi. » Jack acquiesça, puisant de la force dans cette vérité. Laura était partie, mais d'autres avaient été sauvés. Il confirma l'épreuve pour les tests ADN et retourna dans le couloir. Marie sortait tout juste de la salle d'interrogatoire, l'air épuisé mais satisfaite. « Il nous a tout donné », dit-elle. « Nom, date, itinéraire, contact. Cela va déchirer le département. » « Bien, » dit fermement Jack. « Il a besoin d'être déchiré, reconstruit proprement. » Ils se tenaient ensemble dans le couloir, regardant plus de suspects être traités, des officiers des affaires internes, arrivés pour commencer leur enquête, la machine de la justice avançant. « Ce sera une longue bataille, » observa Marie. « Procès, enquête, déracinement de chaque flic corrompu que Richard a nommé. Le département ne sera plus le même. »« Il ne devrait pas être le même, » répondit Jack. « Pas après ça. » Marie consulta